Julien Payette, bonjour. Bonjour. Alors les Réunionnais ne vous connaissent pas vraiment, ou peu, pour ceux qui ont cette chance, mais vous êtes un Réunionnais, comme votre nom l'indique, et vous avez eu un parcours brillant, il faut bien le dire. Moi, je vous ai connu à l'époque où vous étiez directeur de cabinet de Margis Sud à la région. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours avant de nous dire ce que vous faites maintenant ? Alors, je suis né à La Réunion, toute ma famille est évidemment de La Réunion. Le berceau familial se situe entre Cilaos, la rivière Saint-Louis, Saint-Louis. Mon père était un Payette, ma mère une Payette. Moi, je suis né à la rivière Saint-Louis et les grands-parents étaient de Cilaos. Et tout le monde s'est retrouvé, en tout cas dans ma famille, installé donc sur la commune de Saint-Louis. J'ai fait mes études, l'école primaire à Saint-Louis, l'école des Sœurs, l'école Beauval. Puis finalement, je suis allé au Tampon dès la 6e parce qu'il était alors question de construction d'un lycée. Et c'est pour cela que mes parents m'ont mis dès la 6e au Tampon. J'ai fait mes études au Tampon jusqu'au baccalauréat. Et j'avais décidé très jeune, il faut bien le dire, parce que j'ai perdu une sœur dans des circonstances dramatiques lors du cyclone Génie. Ma sœur était chez nos grands-parents à Cilaos parce qu'elle s'était fait opérer peu de temps auparavant de l'appendicite. Nous étions à Saint-Louis, bien au chaud dans une maison en dur, et malheureusement, la maison des grands-parents a été emportée et ma sœur a été tuée dans ce cyclone Génie. Curieusement, c'est à l'origine de mon parcours parce que j'ai été amené à rencontrer le préfet Perrault Pradier, qui, comme chacun le sait, était un personnage dans cette île, et il a rendu visite donc au domicile familial. Tenez-vous bien, en treillis, Rangers avec un revolver à la ceinture, et quand j'ai vu ce grand escogriffe, je me suis dit, je serai préfet. Il faut dire qu'avant, j'avais décidé d'être maire à 7 ans, député à 8 ans, parce que mon père m'emmenait régulièrement dans des campagnes électorales, et finalement, à 9 ans, ma vocation était faite, je voulais être préfet. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai décidé de partir en métropole, faire ce que j'appelais Sciences Po, c'est-à-dire l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et pour tous mes camarades de l'époque, j'allais faire l'école des préfets. Et vous avez fait l'ENA finalement ? Alors après des études de droit, d'économie, de sciences politiques, j'ai passé le concours de l'ENA. La première année, j'ai été admissible, mais j'ai échoué à l'oral. J'en ai tiré les leçons puisque la deuxième année, j'ai réussi le concours de l'École nationale d'administration. Et évidemment, à la sortie de ce parcours à l'École nationale d'administration, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur pour pouvoir rejoindre le corps préfectoral. Alors, je l'ai dit, moi, je vous ai connu à l'époque, vous étiez directeur de cabinet de Margis Sud à la région. Et aujourd'hui, je vous reçois parce que vous êtes, on va le dire comme ça, vous êtes le bras droit d'Éric Zemmour. Alors je ne dirais pas que je suis le bras droit d'Éric Zemmour, tout simplement parce que une campagne présidentielle, vous savez, c'est beaucoup de personnes, c'est une équipe, il faut une équipe évidemment solide, constituée avec beaucoup de compétences. Nous avons par exemple des compétences très très fortes dans le domaine numérique et beaucoup s'accordent à dire que nous sommes les meilleurs en matière effectivement de campagne numérique. Nous avons une équipe solide en matière de financement. On ne fait pas une campagne présidentielle à 8-10 millions d'euros ou plus sans tout simplement trouver les sources de financement. Là encore, nous avons une très bonne équipe. Nous avons une équipe globale qui a réussi quand même cet exploit, je tiens à le dire, de partir de plus petit parti de France, parce qu'il y a à peine 7 mois, ce parti avait 2 adhérents, je dis bien 2 adhérents, aucune recette, aucune dépense. Et 7 mois plus tard, c'est probablement le premier parti de France en termes d'adhérents à jour de leur cotisation, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 110 000 adhérents à jour de leur cotisation dans le parti Reconquête. Alors, vous connaissez bien ce chiffre, parce que vous êtes le mandataire financier d'Éric Zemmour, entre autres casquettes. Alors, vous nous avez dit que vous étiez très bon dans différents domaines, mais il y a un domaine dans lequel vous êtes un petit peu en retard, c'est celui des parrainages. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, s'agissant des parrainages, la situation s'améliore. Je peux dire que nous sommes optimistes et fort heureusement d'ailleurs, parce que pour un mandataire financier, pour un responsable des comptes, tant du parti d'ailleurs que de la campagne électorale, ça serait quand même une catastrophe. Non pas tellement d'ailleurs en termes de pure finance, c'est-à-dire que ma responsabilité à moi est de faire en sorte que quoi qu'il arrive, on puisse sortir proprement d'un point de vue financier. Assumer nos engagements,
rembourser les éventuels emprunts et donc veiller à ce que la situation financière soit saine. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons 110 000 adhérents, nous avons beaucoup de donateurs. Tous ces adhérents et donateurs, ils viennent chez nous. Pourquoi ? Pour une campagne et dans la perspective d'une victoire. Il est clair que s'il n'y avait pas de campagne, ça serait une énorme déception pour ces gens-là. Nous n'avons pas le droit de les décevoir et aujourd'hui, je peux vous dire effectivement que je suis raisonnablement optimiste quant à l'obtention des 500 parrainages. Un de vos concurrents, un concurrent d'Éric Zemmour, dit que si jamais il devenait président de la République, il y aurait un Réunionnais qui serait ministre. Est-ce qu'Éric Zemmour peut dire la même chose ? Alors, moi, je suis attaché à une idée. Lorsqu'on est dans une campagne électorale, il n'y a rien de pire que de vouloir commencer à promettre des postes de Premier ministre ou de ministre. Parce que, tout simplement, une campagne ne se fait pas sur ces bases. C'est purement de la démagogie que d'annoncer qu'il y aura un ou des réunionnais. Pour moi, une équipe ministérielle se constitue d'abord avec des compétences, même si on essaie de faire en sorte que cette équipe représente évidemment la diversité d'un pays, la diversité de ses territoires, de manière à trouver un équilibre, pas seulement politique, mais aussi un équilibre géographique. Mais le premier critère est celui de la compétence, et donc je ne me risquerai pas pour ma part à ce petit jeu. Ça fait quelques jours que vous êtes à La Réunion, vous avez beaucoup de travail, ça se voit, hein. On est samedi matin et vous avez les yeux encore rouges, fatigués, vous avez manifestement beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'Éric Zemmour peut apporter de plus à La Réunion ? Alors, vous savez, je suis arrivé dans cette équipe un tout petit peu par hasard quand même, parce que j'y suis entré parce que Sarah Knafo, qui est la conseillère d'Éric Zemmour, était ma stagiaire de l'ENA dans les Pyrénées-Atlantiques, qui était mon dernier poste en tant que préfet. Après ce dernier poste, j'ai pris 2 années de retraite heureuse, calme, paisible, à voyager, à faire des allers-retours avec La Réunion, et finalement on m'a proposé de rejoindre cette équipe. J'y suis entré avec une fonction d'abord, on va dire, technique, budgétaire, financière. On a considéré que j'avais à la fois les compétences, mais sans doute aussi surtout l'autorité morale pour tout simplement être capable à un moment de dire non à certaines demandes qui pouvaient paraître excessives. Qu'est-ce que j'ai appris avec le travail dans cette équipe et surtout pendant cette campagne ? C'est de voir combien finalement l'écart est grand entre ce que dit Éric Zemmour et ce que j'appelle cette bien-pensance molle de trop de candidats. Je suis pour ma part intimement persuadé que si des intérêts il y a souvent pour la politique, c'est en grande partie parce que pour la population, aujourd'hui, beaucoup de politique, c'est tout simplement bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pas un hasard sans doute si les premiers, non pas gilets jaunes, mais bonnet rouge bretons, se sont levés justement contre cela pour bien marquer leur identité et ont choisi le signe des bonnets rouges. Puis on a connu effectivement les gilets jaunes. Éric Zemmour, pour moi, a cette force par rapport à beaucoup de gens, tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque vous êtes agressé dans le métro par des mineurs isolés, marocains ou yougoslaves, il faut dire, vous avez été agressé par des mineurs isolés, marocains ou yougoslaves. Vouloir nier la réalité, c'est tout simplement renoncer à la traiter. Alors il est de fait que ces propos ont pu parfois paraître excessifs. N'oublions pas qu'il a été un polémiste, qu'il ne serait d'ailleurs pas là s'il n'avait pas été un polémiste. Il reste qu'aujourd'hui, il dit tout simplement les choses et en particulier, il va jusqu'au bout de la logique pour trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple simple. Tout le monde s'accorde à dire que nous avons un énorme problème à Mayotte et qu'il faut remettre en cause tout simplement le droit du sol. Mais il s'arrête là. Éric Zemmour va au bout de cette logique et il dit oui à la remise en cause du droit du sol, mais pas à Mayotte. À Mayotte, à La Réunion, dans les autres territoires et sur l'ensemble du territoire métropolitain. Car le droit du sol, avec en particulier aussi cette acquisition automatique de la nationalité française à la majorité pour ceux même de parents étrangers qui sont nés sur notre sol, c'est à l'origine effectivement de difficultés majeures. Il est contre également les regroupements familiaux. Alors il a des mesures très fortes sur l'immigration, tout simplement parce qu'effectivement il veut également restreindre drastiquement, c'est-à-dire limiter à des constitutions tout à fait exceptionnelles les regroupements familiaux. Vous êtes un étranger,
Vous venez travailler en France. Vous avez le droit de vous y installer et de travailler. On vous donne une autorisation pour cela. Mais cela ne donne pas le droit à toute la famille de venir s'installer. Deuxièmement, vous êtes un étranger. Vous avez travaillé sur notre sol. Vous perdez votre emploi. Au bout d'un certain temps de recherche non effective ou non efficace, vous rentrez effectivement dans votre pays, comme cela se passe, je tiens à le dire, dans beaucoup de pays du monde, notamment les États-Unis, le Canada et bien d'autres. Alors, vous savez quand même que ça se heurte à une difficulté pour pouvoir renvoyer ces travailleurs étrangers illégaux chez eux. Encore faut-il que leur pays d'origine soit d'accord pour les accueillir. Et vous savez que certains pays, l'Algérie et d'autres, aujourd'hui, refusent de recevoir ces ressortissants de leur propre pays. Comment on fait? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un taux d'exécution effective des mesures de reconduite ou d'expulsion qui n'a jamais été aussi bas. Cela tient à beaucoup de raisons. Le Covid est passé par là aussi. Oui, le Covid est passé par là, mais, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un élément important dans les discussions à venir. Moi, je pose une question simple. Est-ce qu'il est légitime que nos enfants, pour pouvoir se rendre dans un établissement scolaire, doivent passer un test Covid? Et est-ce qu'il est normal qu'un étranger délinquant, criminel, que vous voulez remettre dans un avion pour le renvoyer dans son pays d'origine, puisse se contenter de dire « Désolé, moi je ne suis pas d'accord pour faire le test Covid pour que la mesure d'expulsion échoue ». Ça fait 30 ans que moi j'ai travaillé sur ces questions au ministère de l'Intérieur. On est passé probablement d'un extrême à l'autre. Le premier extrême, je le reconnais, c'était la solution de ce qu'on appelait le cocktail PAF. C'était le cocktail de la police de l'air et des frontières. En fait, on administrait un calmant aux étrangers de manière à garantir qu'ils se tiennent tranquilles. Aujourd'hui, il suffit qu'ils s'agitent pour que effectivement on ne puisse plus faire une reconduite à la frontière. Nous sommes allés beaucoup trop loin dans ce qu'on appelle les droits de l'homme. Une fois de plus, je renvoie à cet exemple donc des enfants pour aller à l'école et des étrangers pour la reconduite. Je vous cite un autre exemple. Si vous trouvez demain des mineurs français à Rabat, qu'est-ce que vous faites? Vous les ramenez en France, vous cherchez leurs parents, soit vous les redonnez à leurs parents, soit vous les placez dans une structure spécialisée. Dans notre pays, vous trouvez des mineurs, vous commencez par dire qu'ils sont inexpulsables parce qu'ils sont mineurs, alors que ces mineurs ont probablement des parents, il paraît que c'est fréquent. Deuxièmement, vous essayez de les placer dans des structures avec un coût exorbitant, 40 à 50 000 euros par mineur, 2 milliards d'euros à ce jour chaque année en France. Et le pire, entre guillemets, c'est que le jour de ces 18 ans, vous dites à ces mineurs pour lesquels vous avez dépensé des centaines de milliers d'euros, « Mon petit bonhomme, maintenant que tu n'es plus mineur, tu n'as aucun droit au séjour chez nous. Donc je te renvoie dans ton pays d'origine. » C'est tout simplement une législation absurde qui gaspille les deniers publics et qui en plus n'a aucun sens même en termes d'humanité. Alors ça c'est la partie, je dirais, immigration, sur laquelle qui est l'ossature même, l'ADN de la candidature d'Éric Zemmour. Mais être président de la République, ce n'est pas gérer que ça. Et la critique qui est faite à Éric Zemmour, c'est de dire qu'il est un peu faible sur les autres. On l'entend peu sur l'économie, on l'entend peu sur tous les autres grands thèmes qui font l'actualité tous les jours. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'était une critique qu'on entendait tout à fait au début. Je rappelle quand même qu'Éric Zemmour a débattu avec de nombreuses personnes, dont d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Il a été sur de très nombreux plateaux pendant des heures, je dis bien des heures, à débattre des questions certes de sécurité et d'immigration, mais aussi d'économie, de pouvoir d'achat, de défense, de sécurité. Et il l'a fait sur de très nombreux plateaux. Il s'est exprimé dans de très nombreux discours sur ces éléments-là. Il a publié, je dis bien publié, les éléments de son programme sur chacun de ces thèmes. Et d'ailleurs, je vous annonce que dès la fin de cette semaine, on met sous presse un programme qui va être imprimé à plus de 10 millions d'exemplaires et distribué dans toute la France, avec d'ailleurs un volet spécifique pour l'outre-mer qui va être imprimé et distribué ici à La Réunion comme dans l'ensemble des terres donc d'outre-mer. Et sur toutes ces questions-là, il a déjà apporté d'ailleurs 1000 réponses et plus personne aujourd'hui ne lui fait réellement ce procès. La campagne est perturbée par un élément imprévisible qui nous est tombé dessus comme ça il y a 3 ou 4 jours, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On avait le sentiment dans la première partie de la campagne qu'Éric Zemmour était plutôt pro-Russie
pro-Poutine. Aujourd'hui, il fait un peu marche arrière. Quelle est sa position aujourd'hui? Alors, il a condamné l'invasion, ça c'est clair, mais est-ce qu'il garde toujours cette petite fibre, cette petite sensibilité pro-Russie? Alors d'abord, à l'inverse d'autres candidats, Éric Zemmour n'a jamais été spécifiquement pro-Russie ou pro-Poutine, ne serait-ce que pour une raison, il n'est jamais allé chercher des financements dans des pays d'Europe de l'Est ou en Russie, comme cela s'est vu. Il a en revanche une position. Vous visez Marine Le Pen. Il a en revanche une position très claire sur un point. Pour que la France, non pas reste la France, mais redevienne la France doit retrouver la capacité à s'exprimer et à agir de manière indépendante. Et cela passe notamment par quoi? Le maintien de la France au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, parce qu'il y a une solidarité entre ces pays, parce que nous avons besoin aussi de la couverture finalement américaine en termes de défense, mais néanmoins, la sortie, comme le général de Gaulle l'avait fait, je le rappelle quand même, c'était une décision forte du général de Gaulle, la sortie du commandement intégré de l'OTAN, tout simplement pour pouvoir demain s'exprimer de manière libre, indépendante, pour pouvoir décider demain de la mobilisation de nos armées quand nous le souhaitons et où nous le souhaitons. Et donc, pour lui, autant oui, mais que la France retrouve une indépendance, une capacité d'action et surtout une capacité de parole indépendante des deux blocs, indépendante des Russes comme des Américains. Pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir être entendu, il faut évidemment ne pas être étiqueté, catalogué comme appartenant à l'un des blocs. Et c'est pour cela, effectivement, qu'il critiquait, et moi je le comprends parfaitement là-dessus, le fait que, contrairement à des engagements qui ont pu être pris, en fait, les forces de l'OTAN veuillent se rapprocher jusqu'à toucher les frontières de l'ex-Union soviétique et aujourd'hui principalement de la Russie. Rappelez-vous ce qui s'est passé, je vais vous raconter une anecdote. Mon premier cours de relations internationales, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, l'oreille collée à la radio à l'occasion de la crise des fusées de Cuba. À Cuba. Voilà. Et tout le monde à l'époque, moi je me rappelle très bien, à La Réunion, on se posait la question de savoir si La Réunion était à l'abri d'une éventuelle guerre nucléaire ou si au contraire, comme c'était un territoire français, au moment où le territoire français serait frappé, quelqu'un aurait aussi l'idée de lancer un missile sur La Réunion pour effectivement anéantir cette île. C'était en 1962. Je rajouterais qu'on craignait même à l'époque qu'on soit envahi par les Malgaches. Tout à fait. Et donc, à l'époque, tout le monde avait considéré normal que les Américains s'opposent à l'arrivée de manière totalement libre, c'est-à-dire les Russes n'avaient pas imposé cela à Cuba. Les Cubains, au contraire, l'avaient demandé pour faire pression sur les Américains. Et tout le monde trouvait cela normal. Aujourd'hui, je crois que tout le monde trouve normal qu'il puisse y avoir une sorte d'espace intermédiaire entre les armées de deux superpuissances comme celle-là. Cette intrusion de la guerre, de la campagne électorale, a des conséquences. Première conséquence, il n'y a pratiquement pas de campagne. On ne parle que de l'Ukraine aujourd'hui. Deuxième conséquence, les derniers sondages montrent que le président Macron grimpe dans les sondages et Éric Zemmour est en baisse. C'est quelque chose qui, selon vous, risque de perdurer. Et qu'est-ce que vous pensez de cette absence de campagne? Par exemple, question subsidiaire, est-ce qu'il faudrait ou pas reporter cette élection? Alors d'abord, le report de l'élection, c'est comme la modification des lois. On devrait, comme on dit, y toucher avec beaucoup de prudence, de réserve et même d'autres choses. Sauf raison absolument majeure, et aujourd'hui je n'en vois absolument pas, il est pour moi exclu de reporter l'élection. Il est de fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'Ukraine, voire uniquement de cela. Néanmoins, les Français d'abord, je vais vous dire, Ukraine ou pas Ukraine, les Français s'intéressent d'abord à leur quotidien. Ukraine ou pas Ukraine, la question du bouclage de fin de mois, c'est la préoccupation majeure aujourd'hui pour une majorité de Français. Ukraine ou pas Ukraine, la question de la sécurité de ces Français-là, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs filles, de leurs garçons, etc., reste effectivement un élément majeur et je ne doute pas une seconde que lorsque la campagne s'accélérera, lorsque le président daignera
continuera à entrer en campagne, parce que vous aurez noté que Covid, Ukraine, tous les prétextes jusqu'à maintenant étaient bons pour éviter tout simplement de débattre avec des candidats à égalité, parce que Dieu sait si ça a été rappelé lors des campagnes précédentes, ce n'est pas un président qui se présente devant les Français, c'est un candidat à égalité, parce que c'est le principe démocratique fondamental avec tous les autres candidats, qui va tout simplement se présenter, débattre et solliciter le suffrage des Français. On a bien débattu, j'avais pas encore plein de questions. Vous, Réunionnais, comment est-ce que vous avez, issu du vivre ensemble, comment vous vivez d'être dans cette équipe Zemmour, etc. On n'aura pas le temps. Un message que vous voudriez délivrer aux Réunionnais. Alors, mon message, c'est tout simplement que aujourd'hui, le pays est dans une situation très difficile. Ce n'est pas seulement la métropole, c'est l'ensemble des territoires, et y compris la Réunion. Les problèmes de sécurité, ils sont les mêmes partout. Les problématiques d'immigration, ils sont les mêmes partout. Et aujourd'hui, finalement, la France est face à un vrai défi. C'est de savoir si elle est en mesure de retrouver à nouveau sa grandeur, et pas seulement sa grandeur passée, mais tout simplement une grandeur inscrite dans le présent et dans l'avenir. Et pour ça, je crois qu'il faut un candidat qui, au-delà de promesses parfois démagogiques des uns et des autres, et on pourrait presque en trouver chez nous aussi, tout simplement nous redonne espoir dans ce qu'est notre pays et dans son avenir. Merci Julien Payette. Merci à vous.